Alors maintenant, des exemples d'applications par des entreprises. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas travaillé encore avec de collectivités territoriales. Donc, juste pour dire, c'est au Canada, en fait. Et en Suède, où ils ont travaillé beaucoup avec des territoires. En Suède, c'est 20% des collectivités territoriales qui ont développé ce qu'on appelle l'Agenda 21 en utilisant cette logique qui permet de faire travailler ensemble plein de gens, personnes qui ont des perspectives différentes. Mais on ne l'a pas encore expérimenté en France. Donc, le groupe Millet, c'est... une entreprise alors, qui a capital familial, qui fait des portes et des fenêtres sur mesure, qui a 650 collaborateurs répartis sous 5 sites. La raison pour laquelle on a été invité, c'est que le DG, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui avait une trentaine d'années, et qui avait, en reprenant les manettes de l'entreprise, décidé qu'il y aurait vraiment cette implication, cette orientation intégrée du développement durable dans la stratégie de développement de l'entreprise. Le problème, c'est qu'il était tout seul à avoir cette idée et à croire à cette idée, donc il mettait en place beaucoup de choses, mais derrière, il n'y avait pas l'engagement à la fois de son comité de direction, ni de ses collaborateurs. Et en plus, il a fini par être perçu comme comme un dirigeant militant, ce qui est quand même relativement risqué, parce que ça veut dire que personne ne croit à lui, et tout le monde se demande quand est-ce qu'il va nous mettre dans le mur avec ces histoires d'écolo, en gros. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de l'entreprise, parce que ça va déjà faciliter le mouvement et ça va être beaucoup plus naturel si tout le monde participe que s'il n'y a qu'un acteur, même s'il se trouve que c'est le dirigeant, il ne va quand même pas pouvoir tout faire et tout mettre en œuvre. Et comment est-ce qu'on aligne effectivement, comment est-ce qu'on initie cette dynamique de changement. Donc la première étape qu'on a fait, sur laquelle on a travaillé, c'était d'engager la direction. Et ça, on l'a simplement fait en faisant cet exercice dont je vous parlais tout à l'heure, qui est d'analyser la situation de l'entreprise aujourd'hui au regard du succès. Ça a permis d'identifier tous les problèmes, tout ce qui correspondait au principe et tout ce qui ne correspondait pas au principe, et qui va montrer aussi que le développement durable, c'est pas juste une question d'opération responsable, c'est quelque chose qui vraiment doit être ramené sur le cœur du métier. Donc ça a fait deux choses, ça a fait que ils étaient en train de vouloir passer le système ISO 14000, donc ils ont intégré cette information-là pour mettre en place leur système de management. Et puis surtout, chaque direction s'est vue proposer une responsabilité par rapport à cet engagement de développement durable, puisque finalement, le chargé de projet de développement durable, c'était plus qu'un chef d'orchestre qui anime la traduction dans chaque direction de ce que ça veut dire le développement durable. Ils ont travaillé sur la formulation de leur vision, et je trouve qu'elle est intéressante parce qu'effectivement, ils ont dématérialisé leur raison d'être, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être... donc ils ont dit, on contribue à l'amélioration de l'habitat, donc on répond à quel besoin on répond, quel grand besoin on répond. On va le faire en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie, donc là on prend la responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur associée à la production de portes et de fenêtres. Et on commercialise des ouvertures et des fermetures. Et donc ça peut paraître relativement anecdotique de dire, ben oui, vous faites des portes et des fenêtres et vous appelez ça des ouvertures et des fermetures et ça change rien. Sauf que quand on réfléchit en termes d'ouverture et de fermeture, c'est comme vous dites, ben voilà, moi je vends des radiateurs ou je vends du confort thermique. Et ça ne vous positionne pas du tout dans la même manière d'imaginer des solutions. Et d'ailleurs aujourd'hui, ils ont ouvert une autre section de leur activité qui est sur la construction de murs. Et donc dans les murs, il y a des ouvertures et des fermetures. Donc c'est d'autres choses qui se sont mises en place. Donc ils ont effectivement travaillé sur cette vision pour aligner leur stratégie globale avec cette perspective de durabilité. La deuxième étape, ça a été effectivement l'engagement des collaborateurs. Alors là, ça s'est manifesté de manière différente en fait. Ça a été concrètement d'organiser une formation de l'ensemble des collaborateurs à la logique que je vous ai proposée, parce qu'effectivement, la meilleure manière d'avancer, c'est que chacun s'approprie cette paire de lunettes, reconsidère son métier et dise, ben voilà, les idées qu'on pourrait mettre en place. Ça a fait que sur chaque site, en fait, il y a un groupe projet qui sont un peu les référents, les champions de cette manière de réfléchir et qui vont répondre aux suggestions des autres. Et surtout, il y a une boîte à idées, et ça peut paraître très classique, mais il y a eu aussi associé à ça un engagement de la direction de répondre dans les 3 semaines sur oui, non, pourquoi. Donc là, il y a eu, comme toutes les boîtes à idées qui démarrent, beaucoup d'idées, un peu de tension dans le système parce qu'effectivement, il a fallu répondre. Mais derrière, ça veut dire surtout que le système a été testé,
Les collaborateurs qui, à 80%, sont des opérateurs qui découpent du plastique ou de l'alu pour faire des portes et des fenêtres sur mesure, et ben eux, ils ont effectivement pas remis en cause avec cette approche la hiérarchie, mais par contre, il y a une re-responsabilisation. C'est-à-dire que moi, quand je raye un carreau, quand j'ai pas fait attention à telle ou telle manip, c'est pas seulement un truc qui va faire suer mon patron, c'est un truc où je me suis moi aussi tiré une balle dans le pied, parce que ça veut dire que cette fenêtre, elle va partir, elle va revenir, elle va faire cacher la matière. Et c'est cette compréhension-là qui fait que ils ont pu capter une énergie qu'ils n'auraient jamais pu capter sur d'autres types de sujets. Parce que là, on fait le lien entre le petit geste au quotidien avec les grandes ambitions de société durable. Et puis derrière, reconnaissance extérieure. Alors là, ils ont été nominés avec des monstres, avec la Lyonnaise des Eaux, Airbus et Renault, donc pour le prix entreprise et environnement. Donc ils n'ont pas eu le prix, mais ils ont été nominés. Et c'était assez marrant de voir cette PME de province, en fait, d'arriver là-dedans. Et ils ont damé le pion à L'Oréal et Disney sur le Grand Prix de la qualité de la vie au bureau, parce que c'est eux, effectivement, qui ont gagné ce prix-là il y a 2 ans maintenant. Donc là, en termes de dynamique aussi, d'influence sur la dynamique interne, ça booste tout le monde, parce que en fait, c'est vrai que vous avez fait une petite enquête au départ, comme d'habitude, vous avez des sceptiques qui se disent, ouais, le développement durable, ça coûte cher. Hein. Et puis maintenant, voilà, on voit vraiment le fait que les collaborateurs sont en train d'emmener ces idées, cette dynamique, cette manière de réfléchir à l'extérieur en fait de l'entreprise. Donc ils sont passés tout de suite dans milliers sur son territoire. Donc économiquement, ça a fait qu'effectivement, au lieu d'être dans la version on attend que ça vienne de la part des grands comptes, parce que finalement toutes les grandes boîtes qui nous disent on fait du développement durable, elles se tournent vers leurs fournisseurs en disant on fait du développement durable et nous on va pouvoir le mettre dans notre rapport développement durable. Donc effectivement, c'est toujours perçu un peu comme un coût, une contrainte, un truc de plus à gérer. Là, d'avoir pris ça de manière globale, en fait, eux, ça les positionne dans un endroit où ils sont relativement confortables. Et effectivement, ils ont été repérés par des grands comptes pour cette logique globale. Ils ont été aussi audités par Generali, donc il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an, ce qui a mis en place un système d'analyse sur des marges globales de développement durable. Et ils ont reçu le prix, enfin, ils ont reçu un label, en fait. Donc, 5e entreprise en France à le recevoir sur une 50aine d'audités. Donc, ça, c'est un truc en plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils leur ont proposé une prime d'assurance qui est réduite de 40%. Donc là, économiquement, c'est clairement valable. Surtout quand on a 5 sites industriels avec des garanties décennales sur tous les produits qu'on vend. Donc, si on a une réduction de 40% de sa prime, je ne sais pas le montant, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. C'est un beau retour sur investissement. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ils sont sereins pour la suite, pour le futur, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, donc nous, on travaille en pointillé avec eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous invitent de temps en temps quand ils ont un petit doute sur le développement d'un produit. Est-ce que vous ne pourriez pas venir passer une après-midi avec nous ? Et vraiment, la dernière fois que j'y suis allée, moi, sur justement le développement de nouvelles gammes, j'ai eu un peu l'impression d'être là l'après-midi pour superviser les travaux qui étaient en cours, mais qui étaient complètement intégrés, plutôt que d'avoir à vraiment diriger les gens dans une direction particulière. Alors que c'était des gens que moi, j'avais jamais rencontrés, en fait. Donc ça veut dire que dans l'organisation, ils ont vraiment mis en place des processus qui leur permettent de passer l'information et de réfléchir de manière intégrée. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment une organisation apprenante, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est capable d'accroître en continu sa capacité à créer son futur. Et donc là, on est vraiment sur les définitions de Sol et de Peter Singhay et Alain Gauthier dans la version française. Donc les prochaines étapes, c'est l'implication des fournisseurs. C'est de travailler avec toute cette chaîne de valeur le plus en amont possible et le plus en aval. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple de ça. Sur une des analyses qu'ils ont fait, ils ont identifié qu'effectivement un des solvants qu'ils utilisaient pour nettoyer de la colle après avoir collé ensemble 2 morceaux d'alu était à la fois un problème pour eux en termes de toxicité humaine et aussi un déchet qui impliquait un traitement particulier, donc un coût, enfin bon, vous connaissez les lignes classiques. Donc ils se sont tournés vers leurs fournisseurs, les BASF et compagnie, les gros de la chimie classique, en disant est-ce que vous n'avez pas une solution autre que ce solvant ? Donc ces entreprises, comme c'est un micro-client, ils ont fait la sourde oreille, ça a duré 1 an et demi. Et par hasard, ils ont identifié en fait, eux, un voisin, donc une entreprise qui est à 15 km, qui s'appelle Body Nature, qui fait des cosmétiques et des produits détergents bio-écologiques.
et qui a dit moi je suis sûre que je peux développer ce type de solvant pour effectivement avoir exactement les mêmes caractéristiques que votre solvant chimique. Et donc ils ont développé un solvant à base d'agrumes qui fait exactement la même chose que le solvant qu'ils avaient au départ. Donc ça c'est du gagnant-gagnant, là on est dans le plus partout, puisqu'effectivement Millet a trouvé une solution pour un problème. Derrière ils ont bien diffusé l'information à la fois aux autres producteurs de portées de fenêtres. Ils ont aussi renvoyé l'information à BASF qui du coup s'est dit ah mince, on va peut-être qu'on s'oriente là-dedans et qu'on se bouge. Et Body Nature a développé tout un pan d'activité qu'ils n'avaient pas encore à cette heure-là. Donc ça c'était le plus de cette aventure-là, mais je pense que des histoires comme ça, il y en a avoir de plus en plus à capter aujourd'hui, quoi.